débarrasser de toutes ces discriminations-là. Ensuite, le tableau que vous voyez, moi j'ai la légende, je vais vous parler un peu, mais c'est en fait le mariage, l'autorisation du mariage gay partout dans le monde, puis aussi où l'homosexualité est illégale ou réprimée. Fait que, ce qui est en bleu foncé, que vous voyez, c'est où le mariage homosexuel est accepté. En bleu pâle, plus que vous voyez à l'Australie, c'est autre type de partenariat ou concubinage. En bleu turquoise, c'est mariage reconnu mais non célébré. En bleu plus pâle un petit peu, c'est le mariage reconnu seulement au niveau fédéral. Puis où c'est gris, c'est qu'il y a l'union des personnes de même sexe qui sont non reconnues. Après ça, toute la partie de la Russie, en haut, c'est restriction de la liberté d'expression. Donc, on ne peut juste pas en parler. Après ça, en jaune, c'est les sanctions qui sont non appliquées. En orange plus pâle, c'est la peine de prison. Ensuite, comme rouge, c'est jusqu'à la prison à vie. Puis en rouge, Bourgogne, c'est la peine de mort. Donc, on voit encore qu'aujourd'hui, c'est pas égal partout dans le monde. Puis ce qui est intéressant avec... Je ne vais pas généraliser, mais c'est intéressant qu'on ait des gens de l'Afrique avec nous dans le projet parce qu'on voit que c'est là principalement que c'est encore le plus mal vu. C'est un peu plat. Donc, c'était juste pour faire un portrait. En plus, les États-Unis qui l'ont fait en juin dernier, le mariage autorisé partout, donc c'est la carte la plus à jour que vous ne pouvez pas trouver. Ensuite, il y a l'homophobie. On ne peut pas passer à côté de ça. Juste une petite définition, là, il désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Nous, le Canada, on est vraiment bien perçus à travers le monde là, par rapport aux droits des homosexuels. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les avez vus, mais il y a eu 2 publicités qui ont passé l'année passée sur l'homophobie. Hein? Ouais, tu peux les mettre, juste pour que vous voyez. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. On en a un autre. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Belle publicité sociale, hein? Vraiment. Mais c'est ça, nous au Québec, au Canada aussi, on est très, très, très ouvert à ça. Donc notre question, c'est, voyant le tableau de tantôt, où les pays d'Afrique sont vraiment moins ouverts que nous, qu'est-ce que vous pensez que nous, le Canada, on peut faire pour essayer de ne pas faire changer les mentalités, mais oui, en fait, c'est de les aider avec leur ouverture d'esprit. Est-ce que vous avez posé... Ben là, pas tellement de gens... Mais est-ce que vous avez posé, vous avez réussi à en parler un peu avec des étudiants Non, c'est ça, avant de m'en venir ici, je me disais qu'on n'avait pas parlé, mais pour le... On va essayer, on va essayer de faire une petite discussion là, sur cette question-là. C'est ça, parce que le tableau parle beaucoup de lui-même. Mais c'est vraiment, moi j'essaie d'en discuter un peu, mais j'ai vu que c'était vraiment tellement difficile que je me suis dit. Oui, je ne suis pas allée très loin. Mais enfin, j'ai vu quand même bon, l'importance de la religion, évidemment, qui condamne les textes. Donc les gens qui sont très religieux vont suivre ces textes-là. Puis il y a une espèce de peur très bizarre, mais que je ne comprends vraiment pas. Par exemple, le mariage gay, ils vont dire...
ça veut dire que tout le monde va devoir devenir homosexuel ou quelque chose comme ça. Une espèce de peur vraiment étrange. Les anciennes mentalités qu'on avait, nous, Oui. eux, ils les ont encore. Mais c'est ça que j'avais vu aussi avec le tableau, c'est que les endroits où c'est le plus réprimé, c'est là où la religion est encore très forte. Donc, puis j'avais fait une intervention sur la religion, j'ai l'impression que tant qu'on ne sort pas de ça, il y a des avancées que les peuples peuvent pas faire. Ouais, puis ils vont dire comme Robert Mugabe, là, du Zimbabwe, ils vont dire c'est juste des affaires d'occidentaux, etc. Puis, oui. Ben, moi, j'ai des amis qui viennent du Sénégal, tout ça, donc j'en ai parlé avec eux autres à un moment donné, puis ils me disaient que chez eux, évidemment, ils n'en voyaient pas souvent, que ça ne s'affichait pas, les personnes qui sont homosexuelles, tout ça, mais depuis qu'ils sont venus en Amérique, puis qu'ils en voient des places, que c'est accepté, puis tout ça, c'est toléré, pas qu'ils n'ont plus de préjugés, puis tout ça, mais ils acceptent plus. Il y a un de mes amis qui a dit quelque chose, il a dit « J'accepte plus, mais je comprends toujours pas pourquoi. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Parce que dans sa mentalité, c'est vraiment un homme, t'es attiré par une femme. T'es attiré par un homme, il comprend vraiment pas ça parce qu'il plaisantait, il dit c'est laid un corps d'un homme. Là, dans sa mentalité, ça marche pas du tout, mais il comprend que il accepte ça dans le monde qu'il est, il voit que c'est possible. Mais en parlant du monde croyant dans son pays, tout ça, là, c'est mission impossible pratiquement. Donc c'est ça, les voyages, discuter avec l'autre, avec la différence. On en revient toujours à l'importance du dialogue interculturel et tout ça. Donc, ici, on va vous parler de la transsexualité. En fait, la transsexualité, c'est quelque chose qui est quand même assez ambigu, étant donné que dans certains pays, la possibilité offerte aux personnes transgenres et transsexuelles de changer leur état civil va en fonction des législations locales. Par exemple, dans certains pays, ils vont requérir une chirurgie de réattribution sexuelle, tandis que, par exemple, à l'Argentine, à l'inverse, ils autorisent les personnes transgenres à changer l'état civil sans chirurgie ou autorisation judiciaire. Faire une petite distinction, transsexualité, c'est des personnes qui ont recours à la chirurgie pour changer de sexe. Et tandis que transgenre, c'est que la personne va s'identifier autre que ce qui est écrit dans son certificat de naissance, sans nécessairement aller jusqu'à l'opération chirurgicale. Donc, on se rend compte que la transsexualité commence assez tôt. Je pense que tout le monde, dans la majorité, autant femmes et hommes, ont une phase où c'est un peu plus garçon manqué ou même jouer avec les Barbies. Par contre, il y a la phase garçon manqué qui est souvent plus accentuée pour certaines personnes, des jeunes enfants, c'est-à-dire que de 2 à 3 ans, les jeunes savent déjà se reconnaître dans quel corps ils sont. Ça peut apporter quelque chose d'assez complexe, étant donné que de plus en plus, les parents vont écouter les enfants, puis ça va être de plus en plus, vont adopter la transformation assez jeune, mais c'est comme ça peut apporter quelques questions éthiques par rapport à agir aussi jeune pour prendre la décision d'un enfant, est-ce que c'est assez bien ou non, parce qu'on ne sait pas encore si lui est assez conscient. C'est sûr que pour changer assez tôt, les jeunes enfants sont suivis par des psychologues. Il faut avoir quand même un dossier médicalement qui est comme approuvé par un psychologue, mais ça reste quand même une question éthique par rapport à ça. Par exemple, il y a 41% des personnes transgenres commettent une tentative de suicide en raison du manque d'acceptation sociale de la transidentité. Ça fait en sorte que les jeunes parents qui vivent avec des jeunes enfants qui veulent changer de sexe, ils pensent et réfléchissent de plus en plus pour éviter de rendre leur enfant malheureux. Quand il dit ouvertement qu'il n'est pas bien dans son corps, il faut l'apprendre à l'écouter. Puis ça, on l'a de plus en plus tôt. Ici, on a la photo de I Am Jazz, qui est une jeune fille qu'elle a su dès qu'elle était jeune, qui n'était pas dans le bon corps. Elle l'exprimait assez fort, haut et fort à ses parents. Ses parents, eux, au début, croyaient que c'était une phase de garçon manqué. Par contre, non, c'était pas ça, parce qu'elle vraiment, n'était pas bien, elle voulait faire plus que la normalité des jeunes gens qui ont des phases. Donc, elle l'a exprimé, elle s'est fait suivre par des psychologues et effectivement, elle n'était pas née dans le bon corps. Donc, c'est ça. Non, je n'ai pas fait la bonne chose. Ensuite, on a les scénarios à la Hollywood. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté de Bruce Jenner, qui était l'ancien champion olympique médaillé d'or. Celui-ci, le 24 avril 2015,
Il a fait son coming out dans le buzz médiatique. Ce buzz médiatique-là a permis de faire prendre conscience plus rapidement aux gens de la question de la transsexualité. Par contre, ça a également apporté une controverse, étant donné que certaines personnes qui vivent le changement de sexe, eux, ne voient pas ça comme un spectacle. Donc, autant que c'était bien pour la visibilité, mais autant que c'était mal parce que c'était pas la représentativité de chaque personne, c'était pas la réalité, étant donné que beaucoup de personnes, eux, souffrent, pensent au suicide, ont de la difficulté à se trouver un emploi. Et ça a été beaucoup dit par rapport à comment que Caitlyn Jenner l'a eu facile. De plus, il y a une pétition qui a été faite contre pour Caitlyn Jenner, en fait, je me mélange toujours du nom, mais Caitlyn, c'est que celle-ci a gagné une médaille d'or en Olympique. Par contre, les gens ne sont pas d'accord de lui laisser sa médaille, étant donné qu'il ne respectait pas les règlements, les censés règlements par rapport à pratiquer une épreuve. C'était dit il y a longtemps que l'épreuve devait être faite par des hommes dans une catégorie homme, et celui-ci se considérait déjà à la base une femme, donc il y a une question par rapport à ça qui est encore très complexe. Et c'est ça. L'Australie, revenant à notre sexe, c'est comme l'Irlande. L'Islande? L'Islande, oui. L'Islande, en fait, l'Australie amène l'existence d'un troisième sexe qui a été validé ce mercredi par la haute juridiction du pays. C'est-à-dire qu'une personne peut être considérée ni avoir un sexe masculin ou féminin, et il autorise donc l'enregistrement d'une personne comme étant dans un genre non spécifique. Par contre, ce genre neutre doit avoir également le soutien d'un dossier médical. Ce qui est un peu ambigu avec l'Australie, c'est qu'ils permettent maintenant cette reconnaissance. Par contre, le mariage entre hommes et femmes est le seul à être légalisé pour le moment. Ici, ça montre par rapport à la transsexualité, transgenre reconnue dans l'Europe. On peut voir que la France, pour qu'une personne soit légalement reconnue transgenre, doit avoir passé sur la stérilisation. Donc, c'est quelque chose qui est assez flagrant. De plus, c'est ça, on a également 34 pays européens ne permettent pas encore à une personne transgenre de changer leur nom et leur sexe enregistré sans exigence envahissant et abusive qui violent leurs droits humains. Ça, c'est une vidéo qui va vous permettre de comprendre la situation que chaque transgenre ou transsexuelle personne qui vivent. You need a new passport. Did you play with dolls as a child? We will need to see official certification of mental illness. Tell me about your sexual experiences. What arouses you? Confirmation of marital status. Divorce. Granted. You'll also need proof of sterilization. You will need to sign this. Countdown from 10. Divorce. 9. Mental illness. 8. Lie back. 7. Sterilization. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
en fait, cette vidéo-là vient juste résumer en fait que c'est une phase qui est assez complexe pour une personne qui veut changer de sexe. Autant aux côtés des droits civils, de changer les dossiers, leurs documents, toutes leurs informations, puis autant aussi du côté chirurgical. Puis finalement, on a l'adoption d'une nouvelle loi au Québec, qui est la loi 35. C'est de simplement changer légalement la mention de leur sexe dans leur papier, par contre sans avoir à passer dans le bistouri. C'est sûr que c'est encore en train d'être appréhendé. Il y a encore l'article 71 qui est en vigueur, mais il y en a une qui n'est pas en vigueur. C'est vraiment par rapport à est-ce qu'il peut changer de sexe seulement sur le papier ou il doit passer aussi sur le bistouri. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à suivre pour prochainement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la transsexualité et l'homosexualité. En tout cas, merci pour toutes ces informations c'est sûr que importantes. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile à divulguer, étant donné qu'on n'est pas des professionnels par rapport à ça, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est une situation complexe pour chaque personne qui la vive, autant homosexualité que transsexualité. En tout cas, si vous êtes amené à faire de la publicité sociale là-dessus, vous allez être formé. Ouais. Super. Merci. Ensuite, nous, on va vous parler du corps. On a décidé de diviser le corps en deux volets. Le premier va être la pression sociale. Le deuxième, Julie va en parler, s'intitule « Mon corps, mes choix ». Donc, pour la pression sociale, c'est sûr que c'était assez difficile d'aborder de façon générale les différents standards de beauté d'un endroit à l'autre parce que ça varie beaucoup. L'image qui est ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui a décidé de faire photoshopper son corps selon les standards de beauté des différents endroits. Là, il y en a 6 qui sont là, mais en tout, je pense qu'elle l'a fait 18 fois. Je pourrais vous mettre le lien là, sur Facebook. Donc, déjà, avec cette image-là, on voit un peu que c'est vraiment différent d'une place à une autre. Donc, ici, au Québec, j'ai choisi 2 images que je trouve qu'elles présentent assez bien. Donc, la femme très féminine, assez mince, mais avec des courbes, une bonne poitrine, tout ça. C'est des standards qu'on voit souvent dans les médias. Pour l'homme, un homme assez musclé, viril, très masculin. On en a parlé aussi tantôt. Là. Ce que je me demandais dans mes recherches, c'est est-ce que ces modèles-là qui sont présentés, ça a vraiment un effet sur nous, sur notre perception de notre corps? Il y a plusieurs recherches que j'ai trouvées qui disaient que oui, parce que c'est un idéal à atteindre. Donc, on essaie d'atteindre ces idéaux-là, puis quand on ne réussit pas, mais ça vient qu'on s'aime pas, on se trouve pas beau, on voudrait ressembler à ça, on n'est pas capable, donc on aime moins notre corps. Donc, ça affecte notre estime de soi. On en a parlé tout à l'heure, on a vu exactement les mêmes images. C'est les campagnes de Dove et de Victoria's Secret. Dove essaie de plus mettre de l'avant, de s'aimer comment on est, qu'il y a beaucoup de corps, que c'est beau la diversité. Je ne m'attendais pas trop là-dessus, qu'on en a parlé tantôt. Il y a aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Tess Hallyday. Elle est beaucoup présente, entre autres, sur Instagram. Elle est mannequin. En 2015, elle a signé un contrat de mannequinat avec l'agence Milk Model, ce qui fait d'elle la plus grosse top modèle taille plus. Elle a parti aussi sur Instagram un mouvement. En français, c'est « Effacer les standards de beauté ». Donc, elle ne vend pas, je veux dire, son idéologie, c'est pas non plus que tout le monde soit gros ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste de s'aimer, qu'il n'y ait pas de standard de beauté, peu importe notre corps, on est tous beaux. J'aurais peut-être une question par rapport à ça, on en a parlé un peu tantôt, mais selon vous, est-ce que vous pensez que cette idéologie-là, qui prend beaucoup de place, dépasse justement les standards qui sont présentés, comme je montrais tantôt, là, Kim Kardashian, puis les gars musclés et tout ça. Est-ce que ça vient prendre plus de place avec la campagne de Dove, puis le fait de s'aimer? Est-ce que c'est plus important que d'être sexy, d'avoir le corps parfait, selon vous? Lequel qui est le plus important en ce moment dans la société? Qu'on entend plus parler, peut-être, qui nous influence plus? C'est-tu d'être vraiment parfait ou de s'aimer comme on est? Oui? J'ai pas fini de parler. Dans ma tête, encore une fois, c'est parce que ça, c'est un extrême. Ouais. C'est qu'il y a un certain point où est-ce que je suis d'accord que tu peux être en chair, que tu peux avoir plus de gras, puis c'est totalement correct, mais d'un certain point où est-ce que ta santé est en jeu, là, ça devient un problème. La campagne de Dove, à mon avis, est plus... comment je pourrais dire, est mieux placée parce qu'elle montre la diversité, pas simplement un individu en particulier. Donc, à mon avis, c'est plus raisonnable, encore une fois, de présenter d'autres corps qu'un seul, qu'elle est fière. Puis, je trouve que c'est trop focusé sur une seule personne, contrairement à essayer de présenter vraiment toute la population au complet.
Mais j'avais vu justement dans les articles qui disaient que tu ne pouvais pas avoir, exemple, sa taille et être complètement en santé. Faut pas que tu peux pas être super maigre puis être à 100% de ta forme. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, ben, il y a comme une nouvelle ligne de Melissa McCarthy là, qui est sortie. Là, je pense que c'est, je sais pas à quel, je sais pas si c'est PJ Maxx ou whatever qu'ils le vendent, là, mais dans la pub, les femmes sont un peu plus en chair, mais ils sont quand même de formats différents. Puis ça, je trouve que ils ont l'air plus en santé, ils ont l'air des vraies femmes, ça a l'air de comme tout le monde qu'on connaît. Puis, tandis qu'elle, c'est juste focusé, comme tu disais, sur une personne, que je connais moins de femmes qui ressemblent à ça. Ça me touche moins quand je vois juste que c'est des femmes un peu plus rondes que ce qu'on voit d'habitude. Là. Puis il y a aussi ce qui me surprenait en faisant mes recherches. Oui, je voyais qu'il y avait beaucoup de standards pour les hommes, mais les campagnes, exemple de publicité ou les mouvements qui s'adressent plus au bien-être, de s'accepter comme on est, ça touchait moins les hommes. Je ne sais pas si ça les touchait moins, mais en tout cas, il y en avait moins qui étaient vraiment destinés aux hommes. On dirait qu'on voit souvent des femmes, il faut qu'ils s'aiment, il faut qu'ils s'acceptent, mais on dirait que les hommes, c'est comme moins important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a quelques gars, là. Est-ce que c'est parce que ça les touche moins ou... Oui? Pas du tout. En fait, les gars sont vraiment tout le temps présentés avec le bolide, la voiture ou peu importe le sport, puis comment je pourrais dire, les actes dangereux, en plus d'avoir un corps d'enfer. Mais j'avais déjà vu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y avait un modèle en particulier qui était un Abercrombie model, puis c'était, honnêtement, le corps c'était un dieu grec, c'était vraiment, vraiment ça, puis le gars a souffert d'anorexie. Parce que, pour lui, ben là, il y a tout le temps, maintenant, il y a des nouveaux problèmes du genre que les garçons ne se voient pas assez gros musculairement parlant qu'ils le sont en réalité. Fait que là, ça leur pousse à l'extrême de toujours être plus musclé. Mais lui n'était pas assez, c'est ça, c'est les mensurations qui n'égalaient pas à ce que les agences lui demandaient. Fait que là, il est de plus en plus maigri, puis il a complètement perdu la tête, puis en fait, il est mort de ça. Donc, ça touche, oui, également les hommes, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps bizarre parce que, comme tu dis, c'est dans n'importe quelle recherche, dans n'importe quelle publicité, c'est tout le temps les femmes qui sont le plus, pas attirées, mais qui sont le plus sollicitées par ça. Puis à mon avis, j'ai l'impression que les gars, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais on dirait qu'ils sont plus... j'ai l'impression que la société pense que les gars sont faits plus forts, mais c'est mentalement parlant, mais c'est pas nécessairement le cas. Fait qu'à mon avis, ça serait pas de trop si on avait les mêmes campagnes pour les garçons, mais peut-être ajustées à leurs besoins. Ben, moi, je pense en fait que tous les problèmes liés au poids puis à l'image corporelle, c'est tellement vu comme féminin comme problème que, tu sais, le nombre de fois qu'on entend, mettons, je vais te dire une fille qui dit à un gars, mais ça peut être un gars qui dit à un gars, toi, ça te dérange pas, t'es un gars, tu sais. Ou, on entend beaucoup ça, puis pourtant, ça encourage les gars à pas en parler de leurs problèmes d'estime d'eux-mêmes par rapport à leur image. Puis, mais ça commence à changer de plus en plus parce que, mettons, j'ai vu récemment, il y a Target qui a parti une ligne de vêtements pour les hommes qui sont grands et plus gros. Puis, ils ont engagé leur premier modèle taille plus masculin. Fait que ça commence à mon avis, je pense que ça commence à plus changer. Puis, on commence à faire plus de... Comment je pourrais dire ça? On commence à en parler plus que c'est un problème aussi parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'anorexie masculine. Là. Ils parlent de 10 ou 20 je pense. Fait que, c'est une grosse partie. Là. Ça, c'est pas ça. Tu vois, dans le féminisme, c'est pas ce qu'on veut, que les hommes se mettent à souffrir ce que les femmes ont souffert. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer un peu sur qu'est-ce qui nous unit par rapport au corps, qu'est-ce qui fait qu'on a des ressemblances. Ben, c'est ça, je trouvais que l'image illustrait très bien. En dessous de toutes nos différences, on est tous un squelette, on est tous faits pareil à la base. Donc, je pense que c'est ça qui nous unit, qui nous rassemble. Aussi, je pense qu'on a tous un peu partout là, des complexes, des problèmes. Mais j'ai été surprise tantôt quand on disait, là, je ne sais plus c'était à quel endroit que les femmes se trouvaient belles. Là. Oui, c'est les Maoris en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça, ça m'a quand même surpris. J'essaierai de vous trouver l'information. Sinon, vous, est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qui ferait qu'on se ressemble malgré les différences? Peut-être des problèmes qu'on a en commun ou par rapport au corps, là, toujours, à travers la planète? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé surtout. Mais moi, je dirais que quand même, l'idéal de la minceur musclée,
c'est quand même minoritaire, je dirais, par rapport au fait que l'embonpoint est un signe de prospérité depuis le début de l'humanité, là. Je dirais que c'est vraiment une particularité de notre époque. Je ne sais pas vers où ça va aller, mais on voit là qu'il y a des réactions, etc., de bon sens. Mais c'est vraiment le XXe siècle, je dirais même. Si vous regardez les peintures du XVIIIe siècle, là, c'est des bourrelets, bourrelet après bourrelet, là. L'esthétique de la beauté. Donc, je dirais qu'on est peut-être dans... Si on regarde l'humanité et la planète, on est vraiment plutôt minoritaire. Je peux parler même si c'est mon école. Ben oui. Mais moi, j'avais montré une vidéo à mes collègues, là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est le corps selon les époques. Puis, dans l'époque égyptienne, les filles, là, c'était pratique. Ce qui était beau, c'était pas de sein, pas de forme, rien. Ensuite, ça l'a changé un peu. Puis là, c'est comme vous dites, les femmes rondes, rousses, vraiment plus grosses, qui étaient belles. Après ça, on est revenu aux années 20, c'était plus mince. Après ça, les années 50, c'était Marilyn Monroe, un peu plus de courbe. Les années 90, c'était Kate Moss, squelettique. Puis là, on revient, ça fait tout le temps ça, là, les tendances. Mais malgré tout ça, ça devrait pas avoir un corps pour une époque. Il devrait avoir plusieurs corps pour toutes les époques. Mais c'est important, c'est de respecter la diversité, comme on l'a tous dit, mais sans imposer un modèle unique. Mais de comprendre aussi que le corps, c'est quelque chose qui fait partie de la culture, qui n'est pas donné d'avance. J'ai l'impression aussi, on parle encore vraiment de la femme, comment son corps a évolué à travers toutes les décennies puis les siècles, mais l'homme, ça n'a jamais changé, entre guillemets. T'sais, oui, il y a encore une fois le fait qu'il devienne de plus en plus musclé, mais à mon avis, c'est parce qu'on revient dans le fait que genre, les femmes restaient plus souvent à la maison, ou qu'avant, c'est les hommes qui allaient travailler, ou même si on recule avant, que c'est eux qui allaient chasser, c'est eux qui allaient faire leurs affaires. Donc, à mon avis, pourquoi ça n'a pas tant changé, c'est parce que le statut de l'homme était tout le temps de faire plus une espèce d'activité physique qui va l'amener à être plus en forme, entre guillemets. Puis là, vu que le statut de la femme change tranquillement, la façon de percevoir le corps de la femme évolue aussi à travers les années. Il y avait le truc de Marilyn Monroe que tu parles en ce moment, ben, un petit peu plus ça fait plus longtemps. Puis juste, il y a quelques années avant, on regardait plus les top modèles avec, c'était elle qui avait des gros seins. Puis là, maintenant, c'est les fesses. C'est vraiment niaiseux comme exemple, mais honnêtement, c'est que c'est rendu... Il y a des vidéos qui font une parodie de ça qui demandaient, il y a peut-être 5 années, c'est si une fille demande à son chum « Est-ce que j'ai des grosses fesses? » Puis il lui répondait « Oui ». Alors, il recevait une claque d'en face. Mais maintenant, c'est « Est-ce que j'ai des grosses fesses? » Puis son chum lui répond « Non ». Alors, il reçoit une claque d'en face. C'est vraiment... complètement nos idées de qu'est-ce qui est la beauté évoluent trop rapidement chez la femme, contrairement à ce que l'homme... Il n'y a pas vraiment de changement. Puis c'est ça que je trouve bizarre. Vraiment, il n'y a pas tant de... Ouais, mais quand même, dans le cours de maîtrise, comment ça s'appelait là, ce qu'elles avaient montré, Bob, le père de famille, je ne sais pas quoi. Hein? Le dad bod. Oui, le dad bod. C'est quoi? Le dad bod. Le corps du père, là, une petite bedaine assez molle. Puis... Ah, il paraît que c'est à la mode maintenant. Oui, c'est ça, c'est à la mode, mais ce que je trouve par rapport à ça, c'est que tu ne verras jamais quelqu'un dire qu'un mom bod, c'est fantastique, là. Non, mais je veux dire, il y a de plus en plus sur Internet, il y a des photos de femmes qui ont eu des enfants qui ont des vergetures, puis qui disent quand tu as un enfant, ton corps change, c'est normal, mais qui étaient tellement mal à l'aise avec leur corps qu'ils ne voulaient pas mettre des maillots de bain ou qu'ils ne voulaient pas mettre de bikini, ou quand ils allaient à la plage avec les enfants, ils mettaient des chandails puis des shorts. Mais de plus en plus, on voit des photos des femmes qui se prennent en photo en bikini. Il y a comme un mouvement de c'est ça la vraie vie, félicitations, vous avez mis votre bikini, ça va faire le regard des autres. Le but, c'est d'être confortable et d'aller à la plage, mais c'est ça. C'est pas en mode, là. Parfait. Donc, j'avais un volet qu'on appelait « Mon corps, mes choix ». Donc, je me suis plus concentrée sur les décisions qu'on peut prendre en fonction de notre corps, des décisions vraiment personnelles. Je me suis notamment concentrée sur l'avortement et la chirurgie plastique. Donc, une petite carte pour vous là, de l'état des lois en termes d'avortement. En bleu, donc les Amériques, la Russie, l'Europe, à l'exception, je crois, de l'Allemagne, qui est en jaune. Donc, légal sur demande. En
Ensuite, donc ça, le jaune, on parle de légal pour des viols, des risques vitaux, des malformations ou maladies mentales. C'est la Pologne, en jaune. Ah, c'est ça, oui, l'Allemagne, c'est à côté. Ensuite, rouge, illégal, sans exception. Ce qui est orangé, donc illégal avec exception de viol, risques vitaux, maladies mentales, facteurs socio-économiques. On peut voir donc les grosses tendances, donc le orangé pour ce qui est de l'Afrique, à l'exception du bleu pour l'Afrique du Sud. Même chose pour l'Asie du Sud-Est, on voit la Thaïlande, l'Indonésie dans ce coin-là, donc qui est orangé. Puis, en fait, êtes-vous choqués de savoir qu'à l'exception d'un viol, là, dans certains pays, vous ne pourriez pas avoir, par exemple, accès à la décision, sur une décision qui est d'abord personnelle de votre corps, ou à l'inverse, est-ce que vous trouvez ça donc normal? En fait, bon, c'est pas tant surpris qu'il y ait encore des pays qui ne sont pas nécessairement rendus là, la liberté face à ce choix-là. C'est quoi votre réaction? Vous ressentez comment face à ça? Ou est-ce qu'il y a des pays qui vous surprennent, que vous auriez pensé qu'il aurait peut-être été une autre couleur même? Je ne suis pas vraiment surprise, considérant que même au Canada, ça revient toujours sur la table pour une raison que j'ignore. Fait que, ça ne me surprend pas tant que ça de voir qu'il y a autant de pays, c'est pas légal. Puis, je pense qu'on a tous vu suffisamment de débats spawner sur Internet contre l'avortement, quand ça fait des années que c'est légal. Mais c'est juste je sais pas, faudrait juste comme passer à autre chose éventuellement. Mais en fait, c'est pas que je parle du Canada, parce que justement, nous, au Canada, c'est depuis 1900... C'est depuis 1988 donc, que l'interruption volontaire donc, de grossesse est légale sur demande. Donc en 2013, ça faisait 25 ans. Je vous avais trouvé donc une petite vidéo là, qui faisait juste être une petite récapitulation de tout ça. Je suis Gérard Genet, je suis né avec un problème d'hémophilie. Avec toutes les transfusions que j'ai eues à cause de l'hémophilie, j'ai contracté l'hépatite C. Le nouveau traitement que j'ai reçu, qui durait 24 semaines. Mais, croyez-le ou pas, après 2 semaines, le virus était non détectable dans mon sang. C'était un miracle. Historique. Ça fait aujourd'hui un quart de siècle que la Cour suprême du Canada faisait de l'avortement un droit protégé. C'était l'aboutissement d'une longue bataille juridique pour le Dr Henry Morgentaler et pour des milliers de femmes qui jusque-là s'exposaient à des poursuites criminelles en mettant un terme à leur grossesse. Pourtant, 25 ans plus tard, le débat est toujours aussi vif, vous allez voir. Jacques Bissonnette. Une victoire pour le mouvement pro-choix. Le 28 janvier 1988, ils sont près de 1000 personnes à se rassembler devant la clinique du Dr Morgentaler, celle-là même qui est à l'origine de la décision historique de la Cour suprême qui décriminalise l'avortement. Dans les années 70 et 80, les poursuites pleuvent contre le Dr Morgentaler. On l'accuse de pratiquer des avortements illégaux. En 1975, il purge même une peine d'emprisonnement de 10 mois à Montréal. Mais avec cette décision de la Cour, c'est la fin des plaintes et des poursuites contre le médecin. Ça valait la peine de se battre pendant 20 ans pour que ça joue. C'est une journée historique pour les femmes du Canada aujourd'hui. Les militants pro-vie ne s'attendaient pas à ce jugement. C'est tragique, c'est noir, c'est le vendredi saint de ce pays. L'avocat de l'ancien boxeur Régis Chartrand ne mâche pas ses mots. Vous allez avoir une prolifération, n'est-ce pas, de meurtres, une prolifération de crimes, une prolifération, n'est-ce pas, de situations où véritablement nous n'aurons plus d'enfants dans notre société parce que les femmes auront décidé de les détruire. Je crois que c'est une grande victoire pour les femmes. Depuis 25 ans, cependant, le débat sur l'avortement n'a jamais cessé.
pro-vie et pro-choix continuent à s'affronter. Plusieurs tentatives ont été faites pour tenter de définir le statut juridique du fœtus. Encore récemment, un député conservateur d'arrière-ban, Stephen Woodworth, a déposé une motion à la Chambre des communes pour définir quand commence la vie humaine. Une motion qui a toutefois été rejetée. Mais pour les pro-vie, la lutte contre l'avortement doit se poursuivre. On espère continuer avec ce momentum-là, de continuer à bâtir dessus. L'arrêt Morgentaler, un tournant dans l'histoire canadienne. D'ailleurs, pour l'instant, le Canada demeure le seul pays occidental où l'avortement, quel que soit le stade de la grossesse, est permis. Il n'y a pas de valise. C'est vraiment intéressant, comme tu dis, que chaque année, on revient toujours avec ça, on le voit vraiment. Il y a encore vraiment, bon, c'est comme on dit, le pro-choix, donc c'est le droit à l'avortement, de faire ce que je veux avec mon corps, et les pro-vie, bon, qui disent que c'est bon. Puis, donc, c'est ça, la question est vraiment encore là, c'est encore un très gros débat. On peut évidemment en être tanné puis avoir que ça se ferme sur ce dossier-là. Je vais juste enchaîner. Pour ce qui est de la chirurgie, donc, je trouvais ça intéressant. J'avais trouvé les 25 régions et pays donc, qui figurent là, dans les tops pour ce qui est donc, recours à la chirurgie, notamment États-Unis, Brésil, Italie, Australie, Inde, Mexique, Turquie, Corée du Sud, Royaume-Uni. Donc, puis on parle ici donc de l'hyposuction serait le plus commun à 18 %. Ensuite, l'augmentation mammaire à 17 %. Ensuite, tout ce qui est lifting de la paupière, etc., c'est le next, donc à 13 %. Remodelage de nez ensuite. Et finalement, donc, l'abdominoplastie, donc la plastie abdominale avec 7 %. Donc, en fait, où je veux m'en aller avec ça, c'est on le voit vraiment, il y a de plus en plus de gens qui ont recours à la chirurgie plastique. Puis je me demandais comment vous voyez ça. Est-ce que vous le voyez plus comme, encore une fois, l'augmentation un peu de tout ce qui est superficiel, puis on vit dans un monde où c'est juste le physique, ou à l'inverse, est-ce que vous vous dites, c'est la liberté des gens sont maîtres de leur corps, maîtres de faire les modifications qu'ils veulent à leur corps, peu importe, donc plus la liberté de faire ce qu'on veut, ou encore plus une dualité de non, mais là, on parle encore du physique, c'est encore juste le levier pareil, puis je sais pas, ouais. Suivez-vous ou est-ce que vous trouvez que c'est un mélange des deux? Mais sachant que tu parles de chirurgie esthétique, mais il y a une tendance, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est les césariennes. Alors, en particulier au Brésil, il y a un taux de césarienne très élevé, parce que les femmes ne veulent pas que leur ventre, en tout cas, que soit perturbé par l'accouchement, elles veulent souffrir, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, elles ne veulent pas souffrir, elles veulent une péridurale, puis donc, il y a plein de chirurgiens esthétiques, dans le fond, de chirurgiens tout court, qui se font une carrière comme ça sur des césariennes. Alors que dans le fond, c'est quand même une opération avec une anesthésie, là. C'est beaucoup plus risqué qu'un... Ben oui. Regarde, on n'est pas dans le rationnel, là, mais pour poser la question, est-ce qu'on peut dire que ces femmes-là, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, parce qu'elles n'ont pas envie de, je sais pas quoi, déformer leur périnée ou une affaire comme ça? Ou bien est-ce qu'il y a une limite quelque part là dans le fond, c'est quand même la question de la société là, de ce qu'on peut permettre, etc. En même temps, tu sais, on permet à tout le monde de se faire avorter, c'est un choix avec ton corps, mais je pense que rendu là, ça revient un peu au même aussi. Tu fais ce que tu veux pour être à l'aise toi. Ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je peux pas empêcher quelqu'un qui veut 25 chirurgies pour ressembler à quelque chose de précis. Visiblement, cette personne-là a quelque chose à régler, je pense, avec elle-même, mais si on a le droit d'avorter librement, qui, je pense, est une bonne chose, je pense qu'on a aussi le droit. Ouais, ben, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais de disposer de son corps comme on veut, je veux dire. Oui, mais dans l'avortement, c'est pas juste le corps, c'est qu'il y a un bébé, puis le bébé, il faut prendre soin après. Il y a des gens qui sont tellement mal en dedans, qui ont besoin de... Ah oui, oui. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, puis je dis pas que la solution est là, mais il y a des gens qui sont tellement malheureux et tellement mal que ça passe par là. Avez-vous réfléchi à ça un peu? Vous êtes trop jeune, trop beau. Ah, tiens, il y en a un qui a réfléchi. Non, mais juste une précision sur la carte que vous avez montrée tout à l'heure sur l'avortement dans le monde. Dans une bonne partie à l'Orient, à l'Est,
en Chine, au Vietnam, où on voit la couleur bleue, c'est ça, c'est autorisé, mais en fait c'est lié à une autre réalité. C'est le fameux planning familial décidé par ces gouvernements, par ces États, pour limiter la croissance démographique dans leur pays. La Chine vient d'abandonner son planning familial qui autorisait un enfant par famille. Donc, ça devient 2, enfin déjà c'est mieux, mais au Vietnam depuis longtemps c'est 2 enfants par famille. Donc du coup l'avortement c'était un outil pour tenir de ça, régulation des familles. Ça faisait partie des objectifs à atteindre de la société. Voilà, juste. Ok, donc ça ne reposait pas sur les droits des femmes, mais pas du tout. Intéressant. Et oui? Ben, ça complète un peu, je suis d'accord avec ce que Julie dit. Que peut-être sans nécessairement le banaliser, par contre, parce que je trouve que c'est rendu comme très... c'est rien. Les étudiantes, souvent en finissant l'école secondaire aux États-Unis, leur cadeau, c'est comme de se faire des implants mammaires. Ça, je trouve ça intense un peu. C'est comme trop rendu juste la norme, puis comme c'est facile, on va se le faire faire, c'est pas grave, c'est juste un prêt. Fait que peut-être ramener comme l'éducation un peu là-dedans, des faire comme rencontrer peut-être des spécialistes avant qu'ils prennent la décision finale, sauf que la décision finale reste à eux. T'sais. On peut pas dire qu'on est pour la liberté puis le choix personnel, mais juste pour les choses dont nous, on est d'accord. C'est la base du vivre ensemble. Non, je vais juste enchaîner, je sais qu'il y a ma collègue après. J'avais fait une petite section justement sur les hommes. Parce que, évidemment, donc, c'est sans dire qu'eux aussi là, sont clairement soumis aux diverses pressions sociales donc, qui est mentionné tout à l'heure. En fait, c'est sûr, il y a des pressions sociales pour hommes et femmes, ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes. Puis j'avais j'avais un petit vidéo. Donne des petits en même temps.
que le physique, donc les pressions sociales en termes de personnalité ou de caractère, donc qu'est-ce qui fait un vrai homme, on sait les émotions, donc c'est mal vu, l'homme doit les cacher, sinon il passe pour un fragile, c'est pas un vrai homme. Sinon, une autre obligation pour les hommes dans la société, la réussite. Tu sois un gagnant, tu ne peux pas être un perdant. Puis qu'est-ce qui est vraiment signe de la réussite, donc c'est l'argent. Si tu as de l'argent, tu es un gagnant, tu réussis. Puis donc, l'argent devient plus une réalisation en soi qu'un moyen vers quelque chose de plus valorisant ou qu'autre chose. C'est complète. Le segment A, moi j'ai laissé faire. Bonjour, moi je me suis occupée de la dimension mode de notre équipe. Je sais que la mode a des dimensions vraiment religieuses, puis selon les pays, il y a vraiment des grandes différences. Par contre, moi je me suis vraiment attardée sur, en société, comment qu'on utilise la mode pour s'exprimer, pour se différencier. Donc, quand on pense à la mode, on pense vraiment aux vêtements, aux tendances aussi, autant capillaires que sur le corps. Là, il y a les tatouages, il y a les piercings aussi qui contribuent à faire de nous quelqu'un qui peut s'exprimer. Donc, c'est sûr que les gens, ils font oui pour la reconnaissance des autres dans la société, mais aussi pour se trouver beau, belle eux-mêmes, pour se sentir bien. Donc, la mode, ça a un rôle social. Le style vestimentaire d'un individu, c'est souvent utilisé pour qu'il puisse communiquer au monde qui l'entoure son appartenance à non seulement un groupe, mais à son statut socio-économique aussi, puis même sa personnalité. Il affiche sa différence, le fait qu'il est unique par la mode. Donc, les vêtements ou accessoires, ça fait partie d'une catégorie de produits riches en signification symbolique, car ils exposent ceux qui les portent au jugement des autres. Donc, c'est certain que les quatre styles qu'on voit à l'écran présentement, c'est quand même des styles assez différents. On peut avoir des préjugés par rapport à la jeune fille là, en haut à gauche sur ce qu'elle pourrait être en tant que telle. Le monsieur là, en haut à droite aussi, là, il est habillé preppy, là, si on veut, des vêtements là, souvent de marque et tout. Donc, ça peut vraiment là, avoir une influence sur autant comment que eux s'expriment que nous, comment on les juge. Donc, la mode en appartenance à un groupe, comme j'ai déjà mentionné, ça nous permet de nous situer au sein de la société. C'est sûr qu'il faut faire une nuance. Quand quelqu'un s'habille de telle façon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a les moyens. Quelqu'un qui s'habille avec des marques, c'est tout simplement peut-être qu'il met ses priorités dans les vêtements, dans les marques, sans nécessairement avoir les moyens. Autant qu'il y a des personnes qui payent très cher pour des vêtements qui ont l'air de sortir soit des poubelles ou des friperies. Il y a le style un peu plus hipster ou des choses comme ça, que les gens s'habillent vraiment en déchiré et tout. Mais ça coûte souvent cher, là, ces vêtements-là. On pense à Urban Outfitters, là, ça coûte quand même assez cher, c'est un style un petit peu plus négligé. Puis, quand on parle, là, si on s'en va plus au Japon, il y a ce qu'on appelle la mode Harajuku. Dans son livre Luxe et civilisation, il y a Jean Castared qui nous présente la mode Harajuku. C'est vraiment très présent au Japon. Dans le fond, on les appelle les Harajuku Babies. Eux, ils affichent leur appartenance au groupe. Pour eux, la mode, c'est pas qu'une affaire d'esthétique, c'est vraiment une façon de s'intégrer à la communauté puis de se révolter contre la société. Dans le fond, nous, en fait, il dit là, dans son livre que c'est comme un peu des victimes de la mode qui se révoltent vraiment contre l'uniforme des étudiants, les tailleurs des femmes d'affaires ou des costumes vraiment straight là, des hommes d'affaires aussi. On dit que dès qu'ils sortent de leur bureau, ils revêtent leur habillement comme ça pour justement s'affirmer. Ce qui caractérise principalement ces personnes-là, on a tendance à dire que c'est souvent des femmes, soit des étudiants, parce que les étudiants, là, il y a 4 millions d'étudiants qui disposent de revenus élevés au Japon. Donc, puisqu'ils sont étudiants, souvent ils sont chez leurs parents, ils n'ont pas vraiment d'exigences sur les besoins fondamentaux. Ils n'ont pas à payer de loyer, de nourriture ou des biens de consommation durable.
Donc, leurs dépenses, ça s'oriente principalement sur des produits de luxe qui sont souvent importés de l'Occident. Puis, les jeunes, c'est ça, on dit, les jeunes, donc les étudiants, oui, ils ont une influence sur la mode, puis la consommation de ces accessoires de luxe-là, mais il y a aussi les femmes d'affaires, les jeunes femmes d'affaires qui sont souvent, celles qui sont célibataires, là, plus particulièrement, qui vivent encore soit chez leurs parents ou qui vivent seuls. Eux autres aussi, là, ils ont un très grand pouvoir d'achat puisqu'ils travaillent. Donc, les femmes, excusez-moi, l'achat va principalement aussi vers ces types de produits-là. Tandis que les hommes au Japon, eux, c'est plus comme aller au restaurant, boire du vin et tout, c'est vraiment plus orienté là-dessus que... Mais il y a quand même des hommes là, qui font du harajuku, mais c'est vraiment plus les femmes. Là, selon les recherches que j'ai faites, on voit beaucoup plus de femmes dans ce mouvement-là. Par la suite, il y a la mode dans les causes sociales. Vous vous rappelez probablement là, du printemps 2012, qu'on surnomme printemps érable. Il y avait le fameux carré rouge avec l'épinglette avec lequel on l'attachait sur nos vêtements pour montrer justement qu'on appuyait la cause. Donc c'est ça, la mode, ça peut nous permettre d'afficher notre engagement envers une cause qui nous tient à cœur. Donc c'est ça, il y a un monsieur de Longueuil, monsieur Raymond Drapeau, qui était allé jusqu'à déposer une demande pour en faire une marque de commerce. Donc la photo qu'on voit là, c'est des t-shirts Gildan, mais lui, il les a fait, puis il a apposé le fameux carré rouge dessus. Donc c'est vraiment le carré rouge, puis il a dessiné une petite breloque, là, comme s'il était accroché directement à notre chandail. Donc les gens qui achetaient ça, justement, ça montrait vraiment là, leur soutien à cette cause-là. Il y a aussi... on voit Madame David ici, elle a une petite broche. Là, on ne le voit peut-être pas bien, là, mais c'est vraiment un bijou. C'est vraiment une bijoutière qui a créé ce bijou-là, cette broche-là, pour soutenir justement la cause. Il y a plusieurs autres bijouteries qui ont fait des bagues, des broches comme ça, des colliers, des bracelets, vraiment tout ce qui est bijoux pour être en appui à la cause. Donc la mode en tant que telle, c'est vraiment... Mais on s'est servi de la mode carrément pour faire passer notre message en le portant sur nous. Ça nous permet aussi de nous exprimer. On pouvait clairement dire que cette personne qui porte ces accessoires-là ou ces vêtements-là sont rattachés là, à la cause. Puis c'est ça, M. Drapeau, il avait vraiment ouvert un magasin, là, ça s'appelait, sur Internet, ça s'appelait carrérougesolidarité.ca. J'ai essayé d'aller le visiter pour voir un peu s'il y avait de l'information sur comment ça s'était vendu, si ça avait bien fonctionné, mais le site, il ne fonctionne plus. Donc, d'après moi, ça a vraiment arrêté. Là. Puis, finalement, il y a la mode dans les médias. Vraiment, là, la mode, c'est vraiment beaucoup communiqué à la télévision, au grand écran, sinon dans les magazines, puis beaucoup dans la publicité, comme on a pu voir aussi dans la présentation qui précédait. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment, oui, les jeunes, et puis la télévision, ça a vraiment comme effet là, de parler de la mode puis de la montrer. Par contre, c'est vraiment dans la rue où est-ce qu'on peut plus voir la mode puis les tendances, comme les mouvements qu'on voyait tantôt, là, les harajuku, ça se passe vraiment, c'est pas à la télévision, c'est vraiment dans la rue, c'est là qu'on peut les voir. Puis, il y a une étude qui est sortie, comme de quoi les Nord-Américains, ça passe en moyenne 25 heures par semaine devant la télévision. Donc, ce qu'ils voient, ça s'impose vraiment rapidement dans leur cerveau, puis la télé peut facilement contrôler l'esthétique. Il y a même une madame, Mariette Julien, elle est professeure à l'École supérieure de mode de Montréal, puis elle est docteur en communication, puis elle a carrément dit la télévision, c'est une façon de faire de la propagande. Donc, si on veut vraiment là, imposer un style ou une façon de faire, c'est vraiment par la télévision là, que ça peut se passer. Ben, merci. Vous avez terminé? Attendez, avant, avez-vous des questions, des réactions sur la dernière partie de l'exposé? La mode? C'est un enjeu très important pour le vivre ensemble, la mode, parce que ça crée des groupes. Et vous avez compris, j'espère que tout ce qui est lié au groupe, nous et les autres, tous les signaux de séparation entre nous et les autres, c'est au cœur du vivre ensemble.
Et donc la mode, tu pourrais conclure comme ça. La mode, le vêtement, c'est une façon de rejeter les autres ou de les intégrer. Parce que selon aussi qu'une personne va être habillée d'une telle façon, on va être plus ou moins porté. Moi, en tant que tel, on est plus porté à aller vers les personnes qui nous ressemblent à la base. Donc, peut-être aller vers quelqu'un de fun, avec plein de personnes, des tatous, moi, ça m'interpelle moins. Donc, c'est vraiment... Tandis que si la mode, on serait tous habillés de la même façon, ça serait plus facile. C'est pour ça que dans les écoles, souvent, ils mettent des uniformes, oui, tout à fait. Ça détruit. Un grand merci pour ce gigantesque travail. Vous pouvez applaudir, vous pouvez.